Bonjour mes amis, nous traitons donc aujourd'hui d'un sujet qui est pas trop technique, hein, vous voyez, c'est le deuxième avec celui de la semaine dernière, qui concerne donc les villes intelligentes. Encore que quand on veut traiter donc les villes intelligentes, il y a énormément d'aspects techniques derrière tout ça. Mais dans notre propos d'aujourd'hui, on va essayer, disons, d'indiquer quels sont les problèmes que l'on va rencontrer lorsqu'on va mettre en place ou on va participer donc à une stratégie donc de ville intelligente, ce qui ne va pas être facile du tout. Et donc, je vous invite à me suivre sur des sentiers qui commencent à être maintenant empruntés. Ça sera de plus en plus le cas dans le futur, mais qui ne sont pas sans poser quand même quelques problèmes délicats dont nous allons parler. Donc, je partage, si vous voulez bien, mon écran, comme d'habitude. Donc, voilà, quel sera donc le programme que nous allons suivre? D'abord, moi, je pense qu'il ne faut pas confondre, on fait une erreur. On parle de ville intelligente, ce n'est pas ça dont il faudrait parler. Il faudrait parler de villes connectées. Les villes intelligentes, ça sera peut-être demain, mais en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que c'est très compliqué à faire. Mais c'est un abus de langage. On essaie de nous faire croire que les villes deviennent intelligentes, ce qui n'est pas vrai. En fait, ce sont des villes qui sont connectées, qui amassent des informations de gauche et de droite pour rendre un certain nombre de services et pour être plus efficaces. Ça, c'est vrai. Mais c'est une connectique, c'est la connexion. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, on va voir pourquoi on construit donc une ville intelligente, et quelles sont les motivations derrière lesquelles nous courons. On va parler des projets fous, parce qu'aujourd'hui, il y a en particulier donc, au Moyen-Orient ou en Chine, il y a des projets quand même complètement délirants, de folie, de villes plus que connectées, enfin de villes complètement artificielles, virtuelles. Et donc, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. Et donc, je donnerai l'exemple de Toronto, de la ville de Toronto, ou plus précisément donc, le projet qui avait été mené par Google d'implémenter donc une ville entièrement donc, on va dire intelligente et connectée, hein, mais le projet a été abandonné donc récemment. À mon sens, c'est que disons la barre était beaucoup trop haute. On voulait faire des choses qui, même pour Google, n'est pas possible encore aujourd'hui. Je pense en particulier à la modélisation du comportement donc de la ville, pas simplement un service parmi d'autres, mais l'ensemble donc de la ville. On va regarder les 5 domaines traités. Alors, il y en a d'autres, hein, mais essentiellement, donc, les villes intelligentes d'aujourd'hui, les villes connectées traitent l'énergie, la circulation des véhicules. De plus en plus, d'ailleurs, ce sera des véhicules autonomes avec d'autres problèmes qui vont se greffer dessus. Les services municipaux, donc les services apportés donc, aux citoyens. La gestion de l'eau. On a parlé de l'énergie, donc de l'électricité et la gestion de l'eau, et puis également la gestion des bâtiments. Il y a d'autres choses, bien sûr. Quels seront donc les problèmes que l'on va rencontrer et ce que disent finalement les opposants au concept? Parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, hein, et donc on va dire, on va les écouter. Par ailleurs, moi je fais un petit tour du côté des générations sacrifiées. Quand on réfléchit à ces extraordinaires villes soi-disant intelligentes, on oublie qu'il y a des générations de personnes qui ne savent déjà pas se servir d'un smartphone. Alors, imaginez un peu comment vont pouvoir vivre ces générations-là, qui ne sont pas mortes, hein, elles existent, elles veulent vivre également. Donc, on en parlera parce que je crois qu'on va un peu trop vite. La ville intelligente connectée ne doit pas être une ville de geeks, hein, ça va être une ville pour tout le monde. Une nouvelle économie apparaît avec ça, avec des prestataires dédiés. D'ailleurs, je ne suis pas très loin de penser que la véritable motivation en fait, des opérateurs qui interviennent dans ce domaine, c'est surtout ça, apporter donc des services qui seront des services, bien entendu, payants. Alors, quelques exemples. On va sacrifier à la mode donc, du palmarès. Alors, les palmarès, il y en a une cinquantaine, hein, donc j'en ai pris un qui est aussi contestable que les autres, qui dit que la ville la plus connectée ou la plus extraordinaire de demain sera Singapour. D'autres qui pensent que c'est New York, d'autres qui pensent que c'est Nice dans le sud de la France. On ne mettra jamais d'accord tout le monde de toute façon. Alors, on va expliquer, donc, on a parlé d'une génération donc, de villes, on va dire, connectées. Mais il va y avoir une deuxième génération, ce que moi j'appelle la 2G, un peu comme pour le téléphone,
c'est une génération qui, elle, va intégrer des éléments qui sont cette fois-ci beaucoup plus délicats. Et je pense en particulier à l'intelligence artificielle. Connecter des capteurs pour récupérer les informations, c'est une chose, mais apprendre de ce que nous disent les capteurs pour élaborer une stratégie en temps réel, en fonction de ce qu'attendent ou de ce qu'espèrent donc les habitants, ça c'est autre chose. Et on dira que ce serait une deuxième génération donc, de villes connectées. Le vrai problème que l'on va rencontrer, et qui n'est pas résolu aujourd'hui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est celui de la modélisation. C'est très compliqué, hein, modéliser donc des services, c'est déjà pas simple, mais modéliser l'intégration de tous ces services, alors là, c'est quelque chose de pratiquement infaisable. Alors, qu'est-ce qu'il faut espérer ou craindre? Parce qu'après tout, on peut ne pas aimer. Hein. À court terme, on essaiera un petit peu de faire le tour de ce que recouvre donc en bien et en mal donc ce concept. D'un point de vue commercial, le marché des villes connectées fera 820 milliards de dollars en 2025. Alors vous me direz à quoi ça correspond. Le chiffre d'affaires d'Apple est inférieur à 300 milliards de dollars. Donc c'est 3 fois, on va dire, 2 fois et demi, 3 fois le chiffre d'affaires d'Apple. Donc c'est pas rien. Hein. Et ça sera probablement peut-être beaucoup plus que ça. Alors, avant de quitter cette introduction, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur le terme. Je vous ai dit que je n'étais pas d'accord avec l'expression de ville intelligente, parce qu'on nous dit on va récupérer des données, mais les données, ce n'est pas elles qui sont intelligentes. C'est ce que l'on pourra faire éventuellement avec elles qui pourra le devenir. Vous comprenez? Il ne faut pas confondre donc, les données qui, on va dire, in abstracto, ne sont pas intelligentes. Par contre, ce qu'on pourra faire avec elles, éventuellement, donc, pourra l'être. Alors, pourquoi construire une ville intelligente? Alors, je reprends une présentation qui avait été faite par un maire, qui était l'ancien maire de Denver, donc dans le Colorado. Il avait fait une découpe, finalement, de l'histoire en 3 grandes parties. Il disait que le 19e siècle a été le siècle des empires. Alors, les empires du Royaume-Uni, de la France, de l'Espagne, du Portugal, etc. Le 20e siècle, ça a été celui donc, des États, avec les États-Unis, la Chine, la Russie. Et le 21e siècle pourrait être celui des villes, moi j'irais un peu plus loin d'ailleurs, j'irais au niveau presque des régions, lorsqu'il y a une entité presque culturelle cohérente. Et là, on va trouver effectivement un intérêt à construire quelque chose qui permettra de regrouper et de permettre aux gens donc, de vivre dans cette cohérence. Le Parlement européen donne une autre justification donc, aux villes intelligentes, elle dit que les villes n'occupent que 2% de la surface de la Terre aujourd'hui, mais elles accueilleront néanmoins 70% de la population mondiale des pays développés d'ici 2050. Elles seront à l'origine de 80% des émissions de dioxyde de carbone. Oui, je ne suis pas certain que ça soit juste, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler, c'est que en fait, les gens vont aller là où il y a du travail. Je ne suis pas certain que le travail sera dans les fameuses mégalopoles, Mexico, Tokyo, des villes champignons comme on peut en trouver à Singapour, parce que ce n'est pas là où sera nécessairement le travail. Le travail, actuellement, il est en train d'aller à la campagne. Et j'ai eu l'occasion de le dire souvent. Et à la campagne, on n'est pas dans une ville. Et donc, je ne crois pas que ce soit une prévision qui soit véritablement justifiée. Cela dit, donc, je viens de vous le dire, hein, la ville est un échelon qui, à mon sens, compte avec des régions, hein, je viens de le dire, et puis des fédérations de régions, à mon sens, beaucoup plus que les États-nations. Alors, je sais que je vais choquer plein de gens en disant ça, mais l'entité historique, l'entité linguistique, on sait bien avec le Québec, tout ça, ce sont des choses qui parlent, qui sont des réalités. Et la ville, au sens large, elle s'intègre parfaitement là-dedans. Vous voyez, et pas dans un État-nation qui, lui, peut être, on va dire, un mélange d'entités qui ont, elles, des identités non culturelles. Alors, les motivations, la ville, donc ça va être un échelon. Je pense que beaucoup de villes aujourd'hui font le raisonnement suivant. Si je suis maire d'une ville, si je n'y vais pas, je vais passer pour le dernier des primates du quaternaire.
D'ailleurs, ce n'est pas possible, on est vraiment les derniers des derniers. Ce n'est pas nécessairement une bonne motivation, il ne faut pas nécessairement vouloir faire comme les autres. C'est aussi, vous savez, la ville intelligente ou la ville connectée, c'est un effet collatéral des technologies du big data. C'est la démocratisation aussi des réseaux sans fil et donc du développement de l'industrie des capteurs. Puisqu'on a les ressources techniques, ressources, disons, en couche basse, autant y aller. Mais ce n'est pas parce qu'on a des éléments techniques pour le faire qu'on est obligé de le faire. Alors, les vraies motivations, ça sera quoi? Mieux se déplacer, réduire la pollution, introduire ce qu'on va appeler des mobilités douces, écologiques et faiblement perturbantes, prendre en compte les citoyens qui aujourd'hui se désintéressent, dans tous les pays c'est pareil, de la chose publique. Et au contraire, il faut les ramener au centre du débat. Et la ville connectée permettrait de le faire. Mieux consommer, plus intelligemment. Mieux gérer les éclairages et baisser la luminosité, la nuit en particulier pour les marmottes, ça me paraît essentiel. Mieux gérer le mobilier urbain qui se développe, qui se déploie partout aujourd'hui. Prendre en charge les parkings, hein, donc aussi bien extérieurs que souterrains. Bien gérer les spécificités locales. Au Québec, il peut faire un peu frais en hiver, au mois de janvier, donc on a effectivement de la neige et les villes vont apporter des services encore plus réactifs, j'allais dire encore plus résilients que par le passé. Bon. Oui, tout ça, ce sont des motivations réelles, hein, donc qui sont quand même intéressantes. Alors, une ville intelligente, donc, ou ville connectée, loin des bavardages, hein, alors moi, loin des bavardages de salon et des ambitions politiques, car je vais vous le dire, c'est souvent d'ailleurs une motivation. On veut passer pour un politique, disons, d'avant-garde. Alors je monte une ville connectée avec des gens qui sont particulièrement bien servis. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition? D'abord, l'ITU, j'en donne deux, hein, parmi d'autres. Pour l'ITU, une ville intelligente et durable est une ville qui utilise les technologies de l'information et de la communication et d'autres moyens pour améliorer la qualité de vie, l'efficacité de la gestion urbaine et des services urbains, ainsi que la compétitivité, tout en respectant les besoins des générations actuelles et futures dans le domaine économique, social et environnemental. Bonne définition. Une autre définition qui nous vient d'un électricien, en fait, Schneider Electric, hein, qui est le roi des capteurs. Pour lui, rendre une ville intelligente, c'est avant tout rendre intelligents les réseaux physiques, c'est-à-dire les systèmes donc, de gestion de l'énergie, mais aussi de l'eau et des bâtiments, des transports, de l'éclairage, etc. Chaque infrastructure, et on le montrera un peu plus loin, fournira l'information de base qu'on pourra utiliser en temps réel et qui sera capable donc de communiquer avec l'usager. Mais c'est une perception très connectique, très capteur, hein, très objet, comme on le dit aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose, mais la finalité quand même, c'est quand même de faciliter la vie donc, des habitants. En fait, il faudra connecter aussi, à mon avis, les réseaux humains, parce que nous, que ça nous plaise ou non, nous avons déjà donc, des capteurs dans nos smartphones, nous aurons de plus en plus, et actuellement il y a près de 5 millions de personnes qui ont une puce injectée sur leur corps, 5 millions de personnes. Et on aura de plus en plus cette chose-là, même si ça ne nous plaît pas beaucoup. Et donc, nous allons également interagir. Oui. Et donc, la ville connectée devra également interagir avec les capteurs et objets qui seront portés par les individus. Vous allez peut-être penser que je deviens fou. Non, c'est une évidence, c'est une certitude qui va être justifiée par l'intérêt de récupérer des informations en temps réel portées, entre guillemets, par un utilisateur et par une personne. C'est une certitude. Voyez, bon, à court terme, donc, on aura donc des villes connectées, donc avec installation de capteurs partout. Les applications de gestion, on va dire, d'une ville connectée sont des applications qui vont être faites a priori. Et ce n'est pas nécessairement une bonne chose, on n'est pas tout à fait dans une approche d'intelligence artificielle, puisque là, on apprend de quelque chose et on réagit en fonction de ce quelque chose. Mais ce n'est pas tout à fait une ville, on va dire, résiliente et réactive. Concrètement, on va dire la vérité, hein, ça sera surtout une ville qui maîtrise ses consommations d'énergie, ses dépenses d'énergie, hein, qui développe donc une e-administration qui associe parfois les citoyens donc, aux décisions. C'est donc avant tout donc, une ville qui est hyper connectée. Bon, ça, on l'a expliqué, on ne vient pas là-dessus. D'où viennent les données qu'on va récupérer?
Alors, vous voyez, nous sommes dans une ville, petite ou grande, et donc on va aller récupérer les données qui viennent de partout. Alors, elles viennent de quoi? D'abord des capteurs. Il va y en avoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Des capteurs de la Smart City. Ça viendra aussi de l'open data, c'est-à-dire des données qui existent déjà, qui sont déjà mises à la disposition éventuellement des entreprises pour écrire du code qui permettra donc de les utiliser pour apporter des services aux usagers. Ça peut être également les opérateurs. Et les opérateurs ont une connaissance intéressante de la population. Ils savent entre autres où ils se trouvent, quand ils se connectent, combien de temps ils se connectent. Vous voyez, et donc ces informations-là sont absolument vitales, ne serait-ce que pour apporter les bons services aux bons endroits. Ce n'est pas la peine d'amener 50 médecins à un moment donné s'il n'y a que 2 personnes. Vous voyez, alors que par contre, s'il y a un grand nombre de personnes à un endroit donné, peut-être que ça vaudrait la peine d'amener donc des médecins ou des infirmiers en cas d'eux. C'est le fait d'assurer la relation entre l'information que je récupère via, par exemple, un opérateur de télécommunication, et puis ce que moi, en tant que ville, je peux apporter donc, en termes de services. Ça sera aussi les SIG. Vous savez, les SIG, ce sont les systèmes d'information géographiques, publics ou privés, qui sont une mine d'or dans lequel vous trouvez énormément d'informations sur les éléments qui constituent votre ville ou au-delà de la ville. Et puis, c'est aussi les fournisseurs d'énergie. Parce que les fournisseurs d'énergie, Hydro-Québec, l'EDF, tout ça, ce sont des gens qui savent où se trouvent donc leurs usagers. Ils ont des compteurs maintenant intelligents et donc sont capables de dire il est là ou il n'est pas là, avec un coefficient d'erreur relativement limité. Et donc sont capables d'apporter des informations également complémentaires. Toute la difficulté ici va être de savoir jusqu'où je peux aller en termes de, on va dire, de droit d'utiliser donc ces données. Par exemple, les données de géolocalisation qui pourraient être fournies par un opérateur de télécommunications, vous pouvez avoir ce qu'on appelle donc le positionnement de l'IMEI, le téléphone qui est identifié par un indicateur, on va dire une sorte d'adresse, une identité, mais qui ne donne pas le nom de la personne, et vous voyez, le nom de l'usager. Ça, à la limite, on pourrait le faire, mais aller plus loin, vous heurteriez éventuellement à des réglementations maintenant qui arrivent, telles que le RGPD européen, qui, croyez-moi, est quelque chose qui même n'est pas facile à contourner. Alors, la pertinence du modèle, vous allez récupérer toutes ces données, vous allez essayer de faire un modèle, où se trouvent ces données, comment les récupérer, ce qui n'est pas forcément évident. Il faudra faire cet inventaire de données qui existent et mettre en place donc des moyens pour produire celles qui n'existent pas. Donc, il faut faire une espèce de cartographie donc, des données, et croyez-moi, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, compliqué. Il y aura une phase de synthèse et de négociation qui va être très chronophage, prendre beaucoup de temps, parce que les partenaires, on vient de le dire, ne seront pas nécessairement décidés à fournir les données, voire autorisés à les fournir. Alors, on va se retrouver devant quelques difficultés qui vont nécessiter donc des négociations. Bien. Le volume de données à traiter va devenir considérable. On sera réellement dans le monde donc, du big data. Et donc, comme on n'est pas forcément très pertinent dans le traitement analytique des données de type big data, je ne vois pas pourquoi ça serait mieux avec donc, celles qu'on trouvera dans une ville. Enfin, bon. Bref, donc vous voyez, les sources de données, ça va être un grand projet, c'est un aspect extrêmement important donc, sur notre sujet. Alors, il y a quelques projets complètement délirants, moi je trouve ça un peu délirant, qui sont des projets totalement fous. Alors, je vous en ai donné 3 exemples ici. Vous avez l'exemple de Masdar, donc à Abu Dhabi, qui a été lancé en 2006, 15 milliards de dollars d'investissement. Alors, bien sûr, tout le monde, c'est tous pareil, hein, tous fondés sur le développement durable, qui vise 50 000 habitants et 1500 entreprises avec une efficacité énergétique absolue. Objectif, ne plus produire de carbone. Ouais, comme le jour on y arrivera, donc on en parlera. Ne plus faire de pollution et de déchets. Bon, transport et énergie propre, bien sûr, etc., avec une architecture des maisons très compactes, des architectures très bioclimatiques, avec des navettes autonomes. Moi, ce que je trouve quand même un peu curieux, c'est que c'est dans certains endroits tels que Abu Dhabi où on trouve ce genre de projet, donc on va dire écologique, alors que c'est quand même les plus grands fournisseurs
d'énergie fossile, avec le pétrole. Donc il y a une contradiction là-dedans, ou alors ils essayent de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Avis personnel. En Corée du Sud, en 2003, ils ont lancé la ville Songdo. Songdo, une ville ultra connectée de 610 hectares. C'est pas petit. Hein. Pareil, qualité environnementale, intelligence avec la gestion de la circulation en temps réel. Je n'y crois pas une seconde. Ça me paraît, en tout cas pour l'instant, impossible. Je pense que la seule manière de traiter ça, ça ne sera pas de passer par des algorithmes et des modèles, mais de passer par l'intelligence artificielle, et en particulier par le machine learning. Ça, oui. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de gérer au niveau d'une ville, sauf être complètement fasciste et de décider que j'allume à partir de quel moment telle lumière, enfin les lumières, ce sont les feux, donc en France, les lumières au Canada, au Québec, ça me paraît assez compliqué de faire ça. Bon, avec des gratte-ciels hyper connectés, surveillés et bien organisés. Je pense que c'est totalement inhumain. Et récemment, en 2017, on a eu donc les Chinois, une ville qui a été voulue par Xi Jinping, qui est le président donc, chinois actuellement, qui lance donc une ville qui s'appelle Xiongkang, une ville verte, évidemment, éco-responsable, évidemment, prévue, tenez-vous bien, pour accueillir 6 millions d'habitants en 2035, avec derrière une surveillance donc, systématique, reconnaissance faciale, pour pouvoir accéder donc, aux services publics, mais quand même surveillance donc, systématique. C'est quand même très ennuyeux. Enfin, on peut tout au moins l'imaginer comme ça. Alors, pour le cas de Toronto, moi, il me paraît symbolique et très significatif parce que le projet a été arrêté. Donc, c'était une ville du futur qui a été proposée par Google, qui a été un projet donc, qui a été arrêté ici au mois de mai, qui a été mené par une filiale d'Alphabet, qui est en fait la maison mère de Google, donc, qui s'appelle donc Sidewalks Labs, donc une filiale pour ça. Et cette ville devait créer 44 000 emplois avant 2040 et générer aux taxes 4,3 milliards de dollars canadiens, un petit peu moins donc de 3 milliards d'euros. En octobre 2017, Sidewalks avait remporté un appel d'offres pour l'aménagement d'une friche de 5 hectares qui s'appelle Quayside, donc à Toronto. Et ils ont pondu un document de 1500 pages qui s'appelle le MIDP, avec énormément de choses sur ce qu'ils allaient faire là-dedans, et en particulier l'introduction de 2 types de données qui n'existaient pas, des données urbaines qui englobent les données personnelles, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire, et puis ce qu'ils appellent des données data trust, des données d'un type un petit peu particulier. Alors le projet, d'abord, qui à l'origine ne faisait que 5 hectares, était passé donc à 77 hectares, avec une organisation dynamique de la rue et des mobilités, la gestion du trafic donc en temps réel, une coordination en continu de la signalisation et donc des lumières, de l'usage des voies, des passages piétons, avec des systèmes alimentés par des capteurs et des caméras qui scrutent les rues en permanence, détectent la position, le nombre et la vitesse des cyclistes, localisent donc les véhicules. Insertion d'une flotte de véhicules autonomes, très bien, c'était prévu. La gestion du gel et de la neige pour les trottoirs et les pistes cyclables, avec connexion en temps réel sur la météo pour anticiper les problèmes. Gestion des bâtiments avec l'analyse du bruit, de l'air, la détection des polluants, la gestion automatique donc, du chauffage en fonction donc, du taux d'occupation et de la météo. Et puis, les livraisons du dernier kilomètre, assurées par un hub vers les logements, par un réseau de tunnels. Là, bon. Les marchandises sont placées dans des conteneurs intelligents, sont transportées par des chariots électriques qui sont autonomes et qui arrivent donc chez les usagers. C'est la livraison, la distribution de l'an 3000, ça. Des déchets évacués eux aussi par le hub, où ils arrivent par 3 types de tubes, ça fait penser à 1984 de George Orwell, avec des déchets organiques, des déchets recyclables et puis les autres. Et puis les hubs servent également de cave. Google voulait faire son siège de Google Canada, donc à Toronto, qui aurait été un peu la vitrine de ce que nous pourrions, nous, terriens, avoir envie de faire en copiant sur ce qu'ils auraient déjà fait. Sauf qu'on lui a fait beaucoup de reproches. D'abord, des innovations qui est présentée comme telle, mais qui en réalité n'en étaient pas.
des conflits d'intérêts du régulateur Google, pas très clair dans l'affaire, privatisation de ressources publiques, pas non plus, pas d'expérience non plus de Google en matière d'urbanisme et d'immobilier, une capacité exercée par Google de surveiller les clients et les citoyens, pas forcément appréciée, et puis un flou comme l'entretien assez régulièrement Google sur l'usage des données, l'usage qui serait fait des données. Donc, résultat, ça a été abandonné, terminé, on n'en parle plus. Et ça me semble significatif de l'attitude qu'il faudrait avoir aujourd'hui. Il faudrait peut-être arrêter un tout petit peu de délirer, de s'intéresser à des projets quand même, des projets plus cohérents, de prévoir un ordonnancement avec un certain nombre de niveaux. Je trouve que ce qu'a fait le Parlement européen est intelligent en essayant de classer les différents niveaux de villes connectées ou intelligentes et y aller progressivement. Une ville connectée qui pourrait devenir intelligente, ça ne va pas se faire en 2 ans, ça va se faire en 50 ans, pas moins. Il faut quand même peut-être arrêter de rêver un tout petit peu. Et donc, il vaudrait mieux s'arrêter et de dire, alors, je vous proposerai même une façon donc, de voir les choses à la fin de ma présentation. Alors, le Parlement européen a classé les villes, lui, selon 4 niveaux d'intelligence. 1, la ville a établi une stratégie, voilà, qui suffit à la qualifier donc, de Smart City. 2, en plus, la ville a mis en place une planification, elle a une vision qui se rapproche de la réalité. 3, il y a des projets pilotes qui permettent de toucher concrètement aux difficultés donc, de mise en œuvre. Le 4, le niveau 4, une initiative réelle de ville intelligente a effectivement été lancée. Mais complète, mais complètement intégrée. Personne ne l'a encore fait. Nous ajoutons, nous, 3 niveaux supplémentaires. Le niveau 5, c'est les villes dont l'essentiel de la gestion des infrastructures et ressources répondent déjà aux critères de ville connectée. Le 6, c'est des villes dont les flux ont été modélisés partiellement, et en particulier les flux des véhicules et des personnes à l'intérieur de la ville, ce qui n'est pas simple. Et puis, à niveau 7, les villes qui auront été globalement modélisées, ce qui n'existe pas. Et je ne le vois pas, je vous dis, avant plusieurs dizaines d'années. Il faut arrêter donc de croire au Père Noël. Parce que regardez, la ville, c'est ça. La ville, c'est ce machin-là. C'est quelque chose quand même d'extrêmement complexe. Alors, regardez, c'est une réalité, c'est ce qu'on va trouver. Alors, volontairement, je l'ai fait d'une manière très, très compliquée. Vous trouvez là-dedans des capteurs de trafic, vous trouvez des capteurs de pollution, vous avez le métro, vous avez le parking, vous avez les antennes qu'il faut gérer, vous avez le bruit qu'il faut donc mesurer, vous avez des antennes pour la mobilité, la qualité de l'eau, vous avez des capteurs partout. Vous vous trouvez face à des milliers de capteurs différents qui ne sont pas les mêmes et qui génèrent des données qui ne sont pas les mêmes. Alors, avant de modéliser globalement une ville comme ça, eh bien, à mon avis, les marmottes ont encore beaucoup de temps devant elles, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a aucun modèle aujourd'hui, contrairement à ce que nous disent certains fournisseurs, capable de le faire. Huawei, par exemple, nous propose un modèle pour organiser et administrer donc les lumières dans la ville, mais ce n'est que ça. Et ce ne sont pas les lumières qu'on va trouver sur les autoroutes, c'est autre chose. Et donc, c'est compliqué, ça. Donc, j'ai volontairement voulu vous montrer, on va dire, un tableau apocalyptique de ce qu'il faut faire, parce que c'est complexe. Voilà. D'ailleurs, finalement, ça pourrait ressembler à ça. Une ville, ça pourrait être un peu quelque chose comme ça, avec, vous voyez d'abord, des outils de surveillance, on les voit ici, des outils de surveillance, une alimentation électrique renouvelable, bon ça fait que résumer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, une connectique permanente avec des réseaux Wi-Fi, Wi-Fi et des réseaux donc 4G, 5G qui probablement seront des réseaux de plus en plus privés dans les années à venir, le contrôle de l'éclairage, la gestion des équipements, la gestion de l'eau, voyez, les kiosques d'information, ce sera ça. Mais j'ai mis autour 2 paires d'yeux. Les habitants de cette ville merveilleuse vont être surveillés. Je ne crois pas qu'il soit dans le dessein de la plupart des donneurs d'ordre pour faire des villes connectées d'assurer cette surveillance. Je ne crois pas.
Mais fatalement, ça va être comme ça. Parce que pour pouvoir apporter un service à quelqu'un, il faudra d'abord savoir qui il est, où il est, hein, et ce qu'il fait. Donc, vous entrez nécessairement dans sa sphère qui lui est propre, dans sa sphère personnelle. Donc, même si on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a véritablement une volonté, on va dire, d'intrusion dans notre sphère personnelle, ça sera forcément donc comme ça. Alors, très rapidement, on regarde maintenant les cinq grands domaines donc, qui sont assurés par les villes connectées. D'abord, la gestion d'énergie. Toutes les formes d'énergie, dont l'intégration d'énergie renouvelable surtout, qui pourrait à terme prendre la relève donc, des énergies fossiles et électriques. Chaque ville a des caractéristiques qui lui sont propres. Alors, il y a un ensoleillement, par exemple, qui est favorable au photovoltaïque. Encore faut-il avoir du soleil. Ça dépend également du maillage industriel, mais il y a aussi des faiblesses. Ça peut être lié, par exemple, à la vétusté du réseau électrique, par exemple, ou simplement la topologie donc, de la ville, qui peut compliquer le mouvement vers une optimisation de l'usage de l'énergie. Montréal n'a pas les mêmes problèmes topologiques qu'une ville beaucoup plus concentrée comme Paris. Pas du tout pareil. Et donc, on ne pourra pas appliquer le modèle de Montréal à Paris et réciproquement. On désigne d'ailleurs souvent, quand on s'intéresse à ça dans les villes connectées, on parle d'approche intelligente de l'énergie sur le néologisme de smart grid. En fait, ce sont des réseaux intelligents pour ce qui concerne leur distribution, leur efficacité, leur optimisation, pas trop de déperdition, et surtout de sécurité. Parce que comme on l'évoquera un peu plus loin, ça fait partie des forces vives des villes qu'il va falloir protéger, et donc malheureusement qu'ils ne seront pas forcément très bien du fait de la faiblesse en termes de sécurité des capteurs. Bon, ça c'est donc la gestion de l'énergie. La gestion des transports. On peut rêver et avoir une gestion auto-adaptative du trafic. Un sujet qui est très compliqué parce qu'il doit s'établir sur des modèles très élaborés et qui n'existent pas. Hein. On peut imaginer de traiter les lumières qu'il va y avoir ou le trafic qu'il va y avoir sur une route et un carrefour, mais le faire pour 5000 carrefours dans une ville, c'est une autre paire de manches. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que le bien-être des conducteurs. Il y a aussi le fait que si on leur impose un certain nombre de contraintes qui vont arriver d'une manière automatique par le modèle, ça peut être contradictoire avec d'autres services rendus par la ville. C'est quelque chose qui est excessivement complexe et donc qui n'est pas traité, qui n'est pas maîtrisé aujourd'hui. On aurait, peut-être dans 30 ans, hein, des mécanismes auto-adaptables qui vont bénéficier des avancées donc des capteurs, des IoT, avec des capteurs partout répartis donc, sur les voies de circulation, dans les lumières de signalisation, dans les ponts, dans les points de croisement, dans les grandes publicités que l'on trouve entre autres en Amérique du Nord, hein, mais aussi, ça va être la grande question, dans les véhicules. Est-ce que ce sera une application qui va être portée, mettons par le cloud, le nuage, qui va gérer le trafic pour la ville, ou est-ce que ce sera du code embarqué dans chacun des véhicules qui va collaborer avec d'autres véhicules, une espèce de cluster, si vous préférez, qui va traiter cette adaptation donc, à la circulation. On ne sait pas très bien où on en est aujourd'hui. Le tout sur fond de big data, on commence à voir apparaître les premiers modèles, on commence à faire des choses sympathiques, hein, mais c'est compliqué. On aura également une gestion spécifique donc, des transports publics et de multimodalité, donc les différentes formes de transport public, qui donc associés pourront répondre à un besoin bien précis. Ce service sera accessible donc, en temps réel et depuis un mobile. Le paiement des transports publics qui se fera d'une manière dématérialisée par un mobile, une montre ou toute autre forme d'équipement hein, qui permettra de stocker donc, des éléments confidentiels bancaires donc, de l'usager. Ça, on sait déjà le faire, hein. Ça, c'est pas extraordinaire. La gestion des péages urbains, c'est pareil. Hein, ils prolifèrent aujourd'hui. On voit maintenant sur les autoroutes, la barrière s'ouvre parce que vous avez un capteur dans votre voiture. Bon, on aura une gestion des transports qui va être améliorée, on va dire. Là où ça sera compliqué, ça sera d'arriver à modéliser tout ça, et entre autres d'embarquer du code dans des véhicules autonomes qui vont contribuer à ce foisonnement donc, de véhicules. La gestion de l'eau. Là, c'est la préservation de la ressource. Dans certains endroits, ça peut être capital. Dans certains pays d'Afrique ou d'Afrique du Nord, il faut faire attention. Et donc,
gérer correctement donc la distribution. Ça serait un système qui serait intelligent, capable de réagir à des événements, la sécheresse, et il sera résilient. On ne va pas attendre 3 semaines pour réagir, on va réagir immédiatement. Il va prendre en charge ce système de gestion d'eau à l'intérieur de la ville connectée, la distribution, la détection des fuites, la surconsommation, sans oublier la qualité de l'eau, hein, surtout dans un contexte écologique et précautionneux vis-à-vis de l'environnement. La sécurité va être un critère clé de la gestion de l'eau, parce qu'elle constitue, avec l'énergie électrique, une ressource sans laquelle n'importe quelle ville, fût-elle intelligente, retomberait en quelques jours dans un chaos absolu. L'eau et l'électricité seront en plus les cibles majeures pour les futures attaques terroristes qui vont nous arriver. Un peu pessimiste, mais c'est comme ça. La gestion donc, des services publics, bon, on l'a dit, c'est l'un des aspects donc, régaliens, on va dire, de la ville connectée. Et donc, ça va être une espèce de, la ville intelligente va être une espèce de plateforme décisionnelle, multicerveau, multicéphale, qui prendra en compte plein d'aspects. Il y aura la gestion des parkings et des aires de stationnement. Il y aura des communications à l'intérieur de la ville, la communication au sens information, assurée par des panneaux publicitaires interactifs, des applications de réalité augmentée qui existent déjà maintenant. Les panneaux publicitaires qui sont très présents donc en Angleterre, par exemple, ou au Canada, qui fournissent beaucoup d'informations aux usagers, mais aussi aux publicitaires. Voilà, donc tout ça, ça va être géré dans une ville qui sera connectée. La gestion donc, de l'éclairage public, bien sûr, la gestion des moyens de communication informatique avec des bornes publiques d'accès Internet, des réseaux cellulaires privés, comme je vous disais tout à l'heure, des réseaux Wi-Fi, Wi-Fi, mais aussi donc des points d'accès filaires dans les bibliothèques, dans les théâtres, dans les salles de concert, dans les bâtiments publics de tous ordres. La communication sera par nature gratuite. Elle doit être gratuite et considérée comme un service de base donc de la ville connectée, de la ville intelligente. Et enfin, donc, les bâtiments et les logements. Une ville doit penser en priorité donc, à loger ses habitants. Et elle disposera donc de tous les outils pour ça, au contrôle des bâtiments, ceux qui sont publics, ceux qui sont loués, ceux qui sont privés, et le tout en termes de sécurité et de gestion d'énergie, de consommation, avec un suivi, mais aussi avec des tableaux de bord, des dashboards, accessibles bien entendu en temps réel, mais aussi de pilotage à distance. Le contrôle des bâtiments publics, le chauffage, l'électricité, l'éclairage, doit se faire à partir de plateformes centralisées, je parle des bâtiments publics, là, et non pas nécessiter une personne qui va aller, comme au XIXe siècle, allumer les lampadaires à pétrole, comme on le faisait à la fin des années 1870, les premiers lampadaires à pétrole, comme ça s'est fait à Londres, puisque c'est là où c'est né. Bien, ce pilotage pourra se faire avec des mobiles et il rejoindra bien sûr d'autres fonctions qui sont des fonctions d'imotique pour les usines et de domotique. Après tout, on est dans de la domotique. Bien. Et il sera donc connecté avec les fournisseurs, que sont donc les réseaux fournisseurs, que sont donc les smart grids. Alors maintenant, après avoir dit ce qu'on devrait faire, je suis un peu pessimiste sur notre capacité à le faire, les vrais problèmes. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une ville dite smart city? Bon, oui, certains aspects, mais on n'est pas obligé de faire un monstre. Il y a un risque de gouvernance algorithmique, et ce n'est pas seulement d'ailleurs pour les villes, c'est qu'on sent quand même aujourd'hui une montée en puissance des algorithmes qui deviennent de plus en plus performants, je n'ai pas dit intelligents, parce qu'on est vraiment à des années-lumière de l'intelligence, mais qui sont quand même capables de faire des choses, et on va être dépendant d'algorithmes qui vont emmagasiner notre savoir-faire à nos dépens. C'est-à-dire que nous ne saurons pas faire parce que nous avons oublié comment on fait. Donc ça, c'est très ennuyeux, avec un risque donc de gouvernance algorithmique. Atteinte aux libertés individuelles, même si on ne le fait pas ou ne le veut pas d'une manière explicite dans les projets de ville connectée, mais ça sera quand même pratiquement imparable. Hein. Il y a le problème de la vulnérabilité des objets connectés. C'est vraiment une catastrophe. Ce sont des ordinateurs, hein. On a eu l'occasion déjà de s'exprimer sur ce sujet, avec dedans donc de la mémoire, un système d'exploitation, et puis des programmes, mais qui n'ont pas la robustesse ou l'efficacité de systèmes tels que Linux ou tels que Windows. Généralement, ce sont des systèmes temps réel très limités, et donc qui sont des cibles très, très faciles pour des gens qui sont un tout petit peu compétents et surtout qui sont motivés. Donc il y aura, je vous le dis à l'avance,
des pannes d'électricité à très grande échelle. Il y aura des sabotages d'unités de traitement des eaux. Il y aura une désorganisation des hôpitaux qui sont de plus en plus automatiques également, de la même manière, intégrés dans un système de santé qui lui aussi fait partie donc, de la ville connectée. Paralysie également de l'informatique dite publique. Regardez, en juin 2019, il y a eu une cyberattaque qui a obligé donc, la ville de Baltimore à mettre hors réseau immédiatement 10 000 postes. Je peux vous donner 50 exemples. Ce sont des réseaux quand même qui ne sont pas des mieux sécurisés et des mieux protégés. Par ailleurs, il y a un autre problème qui est celui de la consommation, avec l'augmentation donc des capteurs, hein, la consommation trop importante des métaux rares. Vous savez, qui devient presque une chasse gardée aujourd'hui donc de la Chine. Et on peut prendre l'exemple du coltan, qui est une extraction épouvantable, très polluante, avec des mineurs qui vivent dans des conditions effroyables et qui a provoqué une guerre que personne ne connaît, qui a lieu encore aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans la province dite du Kivu, et qui a fait 6 millions de morts depuis 1994. Tout ça pour le coltan qu'on trouve dans les téléphones, dans les capteurs, vous voyez. C'est quand même un petit peu gênant. Hein. Si en voulant en faire une ville intelligente, on assassine la moitié de la planète, je ne suis pas sûr qu'on ait atteint notre but. Par ailleurs, les smart cities dites intelligentes eh bien, sont condamnées à l'obsolescence. Vous savez, on rejoint un peu les équipements donc, domestiques d'aujourd'hui. On achète un presse-purée, on est certain qu'il ne marchera plus dans 3 mois, dans 1 an, parce qu'ils ont été conçus comme ça. C'est comme ça, renouvellement, de manière à pouvoir renouveler donc évidemment les entrées financières. Et bien c'est pareil pour les smart cities. Elles vont être fondées donc sur des capteurs et donc qui sont condamnés à l'obsolescence. Ce qui veut dire que les coûts de maintenance qu'il y aura derrière et d'évolution seront extrêmement élevés. Hein, c'est le syndrome du smartphone, vous voyez, qui coûte très cher pour n'envoyer que quelques messages. Quelle est la place du citoyen là-dedans? Vous ne croyez pas qu'on l'a un peu oublié? Derrière les discours de façade de certains maires qui voudraient faire une ville connectée, intelligente, mais c'est surtout pour se faire réélire. Vous savez très bien que ça se passe comme ça. Est-ce qu'on a vraiment pris en compte les vrais besoins des gens? Et les besoins des gens, on les connaît. C'est les enfants battus, c'est seuls, ce sont les sans domicile fixe, c'est toute une population importante de gens qui ont besoin d'aide. La ville, si elle devenait, de connecter, elle devenait intelligente, c'est ça qu'elle pourrait faire, et non pas se préoccuper donc de la réélection donc, du maire. Quelle est la place du citoyen là-dedans? Je pense qu'on l'a un peu oublié. Et par ailleurs, il faut éviter le piège de la futilité. Le piège de la futilité, c'est que vraiment, on voit des choses dans certaines villes, c'est vraiment du cosmétique ridicule. Enfin, franchement, on n'en a pas vraiment besoin. Et donc, il faut éviter ce cosmétique, on va dire, urbain, cette futilité. Par ailleurs, ce qui va se passer également dans les années à venir, c'est qu'il va y avoir une scission. Il y aura les villes intelligentes, superbes, qui seront les villes connectées, et puis il y aura les autres qui elles ne le seront pas, parce qu'elles n'ont pas les moyens, n'ont pas la volonté. Il va y avoir une scission, et il va y avoir un désert numérique dans les villes qui n'auront pas franchi le cap. C'est pour ça que je crois qu'il serait intéressant d'étendre la notion donc, de ville connectée aux métropoles de villes connectées, c'est-à-dire une espèce de région dans laquelle il peut y avoir 10, 20, 50 villes qui pourraient être toutes connectées. Ça éviterait donc ce désert urbain. Bon. La ville, à mon sens, en tout cas, contribue à l'isolement des individus, même s'ils sont hyper connectés. J'y reviendrai dans quelques instants. Et je pense par ailleurs que ça donne trop d'importance à certains fournisseurs, Google, Facebook, Amazon. La ville intelligente ne leur appartient pas. Et je trouve que le verdict qu'il y a eu au sujet de Toronto me paraît de bon aloi et me paraît un petit peu un retour à la logique. Il ne faut pas les laisser faire n'importe quoi, sinon ça serait beaucoup trop dangereux. Par ailleurs, il y aura des générations qui sont sacrifiées. Alors vous me direz, ils n'ont qu'à apprendre. Mais non, il ne faut pas raisonner comme ça. Tous les habitants des villes ne sont pas des gens qui sont imprégnés de technologie. Il y a des gens qui ne savent même pas se servir d'un clavier numérique de téléphone. Ils avaient encore des claviers à cadran.
Ils ne savent pas s'en servir. Ils savent bien sûr ne pas se servir d'un smartphone. Pour eux, c'est quelque chose de dangereux, c'est bizarre, c'est le petit-fils qui sait s'en servir, ou le fils. L'objectif d'une ville numérique, chers amis, à mon sens en tout cas, c'est d'améliorer le bien-être de tous les habitants, et pas simplement de ceux qui ont un smartphone. Il ne faut pas tomber dans cette dérive du GIC. On s'intéresse qu'à des GIC. Non, ce n'est pas ça du tout. On s'intéresse à ce qui permettrait d'améliorer la vie des habitants et de tous les habitants. Cela dit, je crois quand même que la ville numérique peut être une source de services exceptionnels pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées ou les personnes dépendantes. C'est vrai, on peut avoir un système de surveillance qui, cette fois-ci, bien appliqué, peut devenir un moyen de protection. Peut-être un moyen de surveillance, par exemple, aujourd'hui, des pandémies. On voit ce qui se passe avec le Covid. On est quand même très demandeur de remontées réelles d'indicateurs clés pour savoir effectivement ce qui se passe. Et donc, il y a des moyens de le faire. Et donc, dans ce cadre-là, on va oublier un tout petit peu les données personnelles. Là, c'est vraiment pour le bien public, essayer de faire remonter un petit peu des problèmes de manière à ce qu'on puisse se préparer et répondre à ces problèmes. À mon avis, la ville connectée peut constituer un projet de vie de très grande qualité. C'est quelque chose de vraiment intéressant, à condition de s'éloigner de l'écosystème business voulu par les prestataires. Faire une ville intelligente, c'est pour nous. Ce n'est pas pour le chiffre d'affaires de Apple ou de Google. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, c'est d'améliorer donc la vie quotidienne des gens en leur apportant des choses qui parfois sont un petit peu désagréables peut-être, mais on leur apportera un service. Donc des générations sacrifiées, ce qui ne me paraît pas une bonne chose. Donc on voit apparaître une nouvelle économie donc, qui est liée donc, à ces villes connectées. Alors, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui, on ne peut pas faire le bilan de tout ce qui existe, qui sont toutes à mettre au crédit donc, des grands acteurs qui veulent jouer un rôle là-dedans. Vous remarquerez qu'il y a une forte connotation asiatique là-dedans. Beaucoup d'innovations viennent de Chine, ou viennent du Japon, ou viennent de Taïwan, de Corée ou de Singapour. Forte connotation asiatique. Alors, quelques exemples donc, de compagnies qui ont fait des choses intéressantes dans ce domaine, c'est Schneider Electric, que j'avais déjà indiqué tout à l'heure, qui travaille sur un système qui s'appelle EcoStruxure, et qui est une architecture de capteurs qui propose donc des solutions pour la fourniture d'électricité, l'informatique et la conception des buildings et des usines. Il y a Beidou. Beidou, c'est l'un des grands, c'est le fameux Batix chinois, c'est le B de Batix, et le projet Apollo de véhicules autonomes avec une compagnie qui s'appelle Kinglang et 40 compagnies donc privées. Il y a Alibaba, qui fait partie également donc, du Batix, qui a investi depuis 2018 sur ce qu'il appelle la City Brain, donc le cerveau de la ville. Huawei, encore donc, un Chinois, lui, il a des solutions qui sont orientées vers la sécurité donc, des villes intelligentes. Microsoft a un concept marketing d'assistance dans ce qu'il a distingué en 5 types de villes. Il y a des villes numériques, c'est intéressant d'ailleurs, les villes instruites, les villes saines, les villes sécurisées et les villes durables. Ce n'est pas idiot comme approche. Maintenant, on peut quand même mélanger ces différents concepts. IBM, lui aussi, s'est investi donc, dans un Smart City Challenge, donc avec des approches très originales dans la conception de l'écosystème urbain. Il y a Cisco aussi, qui a lancé une initiative d'urbanisation intelligente pour tendre vers une ville totalement intégrée. Mais quand vous leur demandez aujourd'hui où ils en sont, ils vous disent ne soyons pas pressés. Ça veut dire on verra dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis, à côté de ça, vous avez des milliers de petites entreprises et de startups qui apportent des idées, de l'originalité et des réalisations d'avant-garde. Ça, c'est vrai. Ce que j'ai dit représenté par ce schéma ici, où on trouve à peu près tous les types d'interventions possibles de cette nouvelle économie. Bien. Alors, la compétition. Quand on regarde la compétition aujourd'hui, je vous ai dit, il n'y en a pas une, disons qu'il n'y a pas un index qui l'emporte sur les autres. Alors, bon, un certain nombre qui existent. Moi, j'ai pris celui d'IMD, qui est un institut donc, qui a travaillé avec une université donc, de Singapour, le SUTD. Alors, ils ont donné donc, ce classement-là. Alors, on ne peut pas rentrer dans les critères. Il y a 109 villes qui ont été analysées, avec 2 domaines,
infrastructure et technologie, et chaque domaine est analysé selon 5 critères, santé, mobilité, activité, opportunité, donc les gouvernances. Numéro 1, on s'y attend, Singapour. Numéro 2, c'est Helsinki, donc en Finlande. Numéro 3, c'est Zurich en Suisse. Numéro 4, c'est Auckland, en Nouvelle-Zélande. Numéro 5, c'est Oslo. Oslo, Helsinki, on est bien en Europe du Nord. Hein. Puis le 6, c'est Copenhague, là encore, c'est l'Europe du Nord. Genève, Suisse, c'est numéro 7, donc il rejoint donc, le numéro 3 de Zurich. Le numéro 8, c'est Taipei, donc Taïwan. Le 9, c'est Amsterdam. Et le 10, c'est New York. Puis tous vont vous dire, nous avons des plans extraordinaires et dans quelques années, tout le monde vivra heureux dans un environnement qui sera totalement maîtrisé. Oui, mais par qui? Bon, je vous suggère ça. Alors, vous savez, il existe des benchmarks aujourd'hui qui répondent à un besoin de comparaison, si ça peut vous intéresser, et qui souvent d'ailleurs sont associés à des offres d'assistance, évidemment. Vous avez celui de le benchmark de Pirex, Fidelis et Ramos. Vous avez celui de Curti, Macharis et Nishkamp, qui est un index global de mesure des performances de la ville. Vous avez celui de Cruz et Marquez. Et puis, vous avez également les indicateurs clés de l'ITU, de l'organisation de normalisation ITU, qui fait une distinction entre ce qu'il appelle les services corps de la ville et puis les indicateurs additionnels, ceux qui viennent en plus. Bon, maintenant, ce sont des classements qui sont contestables et orientés. On peut pas, voilà, c'est simplement pour positionner les choses. Ça nous donne une indication quand même. On voit quand même que les pays d'Europe du Nord sont souvent bien placés là-dedans. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que je vous donnerai on va dire le visage de ce sera un jour un système dit de deuxième génération, une ville intelligente cette fois-ci, de deuxième génération, qui sera totalement intégrée avec des modules d'intelligence artificielle dedans, des moyens d'optimisation des différents flux. Et donc, voilà, jusqu'à maintenant, je vous le disais, on n'a fait que raccorder donc, des objets communicants, mais là, maintenant, on va commencer réellement à s'intéresser aux vrais problèmes. Voyez. Et donc, je vous ai mis en haut ici tout ce qu'il faudra prendre en compte. Mon idée est la suivante, c'est que chaque domaine, mettons les bâtiments publics, on va modéliser le comportement des bâtiments publics. Qu'est-ce qu'il faut faire? On veut gérer le chauffage, on veut gérer les parkings, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut gérer la connectique de réseau là-dedans, on fait un modèle. Et puis, on va définir un certain nombre d'indicateurs qui vont mesurer cette stratégie et ce modèle. Et ça, je vais le faire pour tous les domaines. J'en ai ici 17. Alors, c'est l'énergie, la santé, les hôpitaux, le respect de l'environnement, c'est l'économie, c'est la gouvernance. Là, 17. Donc, vous avez 17 modèles. Hein, et chacun d'eux doit converger vers une plateforme d'intégration que j'ai mis ici, qui, elle, va appliquer une stratégie globale. Or là, nous avons besoin ici que le maire ou disons, les dirigeants donc, des villes se décident sur ce qu'elles veulent faire. On voit que la ville chinoise est une ville plutôt, on va dire, un peu politique. Vous voyez, donc il y a quand même une motivation fondamentale. Est-ce que c'est l'énergie? C'est quoi? Donc il nous faut, on va dire, une feuille de route que devront donc nous donner les dirigeants. Cette plateforme d'intégration va être alimentée par ces différents modèles et sera alimentée également par deux types d'informations. D'abord, les open data, qui sont les informations qui sont déjà disponibles, les modèles et interactions, donc des indicateurs entre eux, parce qu'on ne peut pas traiter les indicateurs indépendamment les uns des autres. Un indicateur peut avoir des conséquences sur un autre. Si j'interviens sur celui-ci, il est possible que pour un autre modèle, eh bien, ça a des conséquences. Donc, il faut être capable de modéliser ces interactions. Donc, je fais globalement une modélisation. Là-dedans, je vais intégrer maintenant, dans la deuxième génération de mes villes intelligentes, de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement donc, des mécanismes de machine learning. Et puis, donc, également, ce que j'ai rajouté en plus ici, c'est la modélisation des opérations urgentes, parce qu'une inondation, des incendies graves, un froid rigoureux une année, ça peut constituer des cas particuliers qui doivent dépasser ou survoler les modèles qui seraient des modèles, on va dire, normaux. Bien. Et ensuite, en réalisation, là, on arrive dans le TI, on va donc intégrer progressivement, donc, selon cette stratégie donc, globale, on va se servir pour ça d'outils de big data,
d'outils de traitement analytique, d'outils pour sécuriser les données, des outils pour valider les données, donc les workflows, des outils pour s'assurer de la qualité donc, des données. Et je crois par ailleurs qu'un certain nombre de domaines seront intéressés par utiliser des algorithmes qui viennent de la blockchain, sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Et puis ensuite, eh bien, je réalise, mais je ne réalise pas d'un seul coup. Je vais réaliser en fonction d'un ordonnancement, hein, et je vais faire un développement par étapes. C'est pour ça que j'ai ajouté ici en bas, donc projet agile, parce que ça me semble tout à fait correspondre à la finalité et au fonctionnement d'un projet agile, par exemple de type Scrum. Et puis j'assurerai derrière donc, des tests unitaires, etc. Et je mettrai en place des moyens de surveillance, non pas des individus, mais des moyens de surveillance de mes infrastructures, de mon énergie, etc. à travers, par exemple, ce qu'on pourrait appeler une sorte de maquette ou une ville jumelle. Vous savez, donc, on fait ça maintenant avec les capteurs. On peut très bien construire une espèce de modèle hein, dans un atelier qui reprend, dans lequel il y a des capteurs qui sont représentés et qui reprennent exactement ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, ce sera un excellent moyen pour superviser, voire pour simuler des choses qui se passeraient et qui ne sont pas très, très normales. Et bien entendu, on aura un certain nombre de dashboards pour nous informer de ce qui se passe, de ce qui arrive. C'est ça, alors ce modèle-là, vous ne le trouverez nulle part, hein, c'est ça qu'il faut faire. Nous, on a eu l'occasion de travailler plusieurs fois donc, sur des sujets comme ça. Je crois qu'il faut bien distinguer la partie modélisation hein, et la partie réalisation. La réalisation, c'est à la limite ce qu'il y a de plus facile. Ce qui va être compliqué, c'est de bien modéliser la manière dont on veut que se comporte un domaine. Par exemple, la santé et les hôpitaux. Comment on veut faire? Vous voyez? Et ça ne sera pas simple. Bon, donc deuxième génération. On arrive donc, puisqu'on arrive presque à la fin de notre présentation, à l'écueil donc de la modélisation. Très difficile de modéliser, je viens de vous le dire, donc chacun des services que la ville voudra rendre. Vous voyez, donc parce que déjà, ce n'est pas facile de modéliser le service lui-même, mais également les interactions avec les autres services. C'est l'optimisation, donc, par exemple, du trafic urbain, la gestion des lumières au pare-feu et l'ouverture modulaire des voies de circulation en fonction du trafic peut s'avérer contradictoire avec la gestion des services, par exemple, d'urgence, de médecine ou de police. D'ailleurs, j'ai repris ici un exemple qui m'a fait hurler de rire. Ça a été une grande ville européenne qui se caractérise par une grande tour métallique. Alors, je ne dis pas le nom. Hein. Il y a un penseur qui avait élaboré un modèle d'accès donc aux autoroutes par des bretelles contraintes par un système d'optimisation de lumière, avec les temps de passage et d'entrée sur l'autoroute qui était fondé sur une distribution statistique, donc un modèle des véhicules pour chacune des bretelles, alors qui répondait aux lois de Poisson, aux lois de Gauss. J'étais présent. Résultat, cette ville a connu la plus invraisemblable congestion donc, de son histoire, dont elle a mis des semaines à se remettre avec une image dégradée pour 2 siècles et la certitude d'entretenir pendant longtemps les fous rires de la moitié de la planète. Quant au modélisateur en question, il est en fuite et il circule désormais donc, à bicyclette. Il faut arrêter donc, de faire n'importe quoi. Alors, bien sûr, vous avez reconnu donc, cette ville, mais c'est un exemple réel. Hein. Bon, je pense que personne n'a encore réussi à faire tout ça, hein, de faire une ville complète, entièrement modélisée, et ça ne se fera pas donc, avant des décennies. Bon, les chercheurs, vous voyez, par exemple, les chercheurs de MIT ont proposé un modèle d'intersection à 2 routes incidentes pour des véhicules autonomes, chacune dotée d'une seule voie, et d'autres universités d'ailleurs travaillent aussi sur le sujet. Et donc c'est très compliqué. Les lumières des croisements sont remplacées donc, par un algorithme qui est embarqué dans les véhicules. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 2 manières donc, de le faire. On optimise donc la vitesse de déplacement, le positionnement, etc., en fonction des informations qui viennent donc des autres véhicules. Le MIT a dit qu'on n'est pas capable de faire ça au-delà de 2 routes incidentes, une route de sortie, et certainement pas au niveau d'une ville entière. Imaginez un peu la complexité. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut espérer ou craindre à court terme? Je pense qu'il va y avoir pas mal de réalisations ponctuelles, hein, avec une gestion ponctuelle donc, des lumières, l'optimisation de la consommation d'eau, c'est vrai, et puis une gestion des services municipaux.
Je pense que le problème, ce qu'on vient de dire, sera donc de transformer la mosaïque de solutions ponctuelles, voire indépendantes, en une organisation globale, pilotable par un seul PC, un point de commandement. À mon avis, on n'y arrivera pas donc avant 20 ans. Les standards, à mon sens, ne sont pas clairs aujourd'hui. Pour les réseaux basse consommation, vous savez, les LP1, IP ou non, les critères de sécurité, l'incohérence de la protection des données personnelles selon les pays, ça peut être contradictoire. Les standards nécessaires pour assurer l'intégration des solutions qui viennent de fournisseurs donc différents. Bon, les données à traiter qui seront souvent volumineuses, et je vous dis, le big data analytique, on n'en est vraiment qu'à ses débuts. Le vrai débat aujourd'hui commence à dériver vers le traitement des données, plus que sur les concepts technologiques. Le domaine de la santé est particulièrement visé, qui se heurte à beaucoup de frilosité aujourd'hui. C'est vrai, les villes devront pouvoir s'appuyer aussi sur des contrats de partenariat public-privé très équilibrés, ce qui ne sera pas facile. C'est quelque chose qui... Vous voyez, Toronto, c'était mal fait. Mal fait. C'était trop d'importance donnée à Google. Le donneur d'ordre ne peut être que la ville. Mais la ville doit aussi pouvoir se reporter, disons, vous voyez, sur des prestataires. Mais il faut que ça soit équilibré, donc des contrats qu'il va bien falloir voir. L'intelligence artificielle qui va donc faire une entrée remarquée. Et je pense également que les architectures de demain, donc de villes intelligentes, seront donc hybrides, donc une partie des fonctions étant assurée sur le cloud. Alors pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que indéniablement, on va faire des miracles, c'est vrai, techniques. On va construire des villes intelligentes sur des réseaux qui seront de plus en plus performants, mais faisons en sorte que ce ne soit pas pour des gens qui, eux, seront de plus en plus seuls. Car c'est ça qui nous attend. Faire ce genre de choses, eh bien, ça va amener à augmenter finalement donc, la solitude donc, des individus. Et ça me semble excessivement grave. Bien. Vous avez ici, donc, comme d'habitude, donc, la liste des webinaires que nous allons animer donc, à partir de vendredi prochain. La semaine prochaine, je vous dis tout de suite, je vais expliquer ce que sont les algorithmes de chiffrement. Je dis tout de suite, ce n'est pas du chiffrage, chiffrement. Donc d'algorithmes symétriques, asymétriques. On va vraiment expliquer ce que c'est, parce que ce n'est pas très bien perçu. Or, aujourd'hui, on a besoin quand même d'avoir une connaissance, sinon approfondie, du moins quand même assez suffisante pour pouvoir les utiliser, entre autres sur la blockchain et par exemple dans l'intelligence artificielle. Voilà. Voilà ce que l'on va donc... ce dont on va traiter la semaine prochaine. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui ne vous a pas trop déçu. Mais je suis admiratif de ce que l'on peut faire, je ne dis pas le contraire, de ce qu'on pourrait faire, mais ne soyons pas trop pressés. Faisons-le avec prudence, avec pragmatisme, en suivant un ordonnancement. Faisons confiance aux maires des villes pour définir finalement une feuille de route cohérente sur les 50 ans qui viennent. Ce n'est pas la peine de tout vouloir faire pour la semaine prochaine, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, soyons pragmatiques. Cela dit, sur le fond, je trouve que ce sont des projets fabuleux, passionnants et vraiment très intéressants, parce que ça touche à notre vie quotidienne. Voyez, et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, et prendre ça donc à bras le corps, pas avec une approche, disons, business, mais avec une approche pragmatique au service des individus. Voilà, bon, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je vais vous remercier de votre attention. J'espère vous retrouver donc nombreux la semaine prochaine sur les algorithmes de chiffrement. Je vous promets, je ne ferai pas de mathématiques. On expliquera réellement de quoi il s'agit, simplement de quoi il s'agit, de manière à être un peu plus à l'aise par la suite. Cette présentation sera disponible, donc, comme d'habitude, demain soir sur notre site www.lemarçon.com. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.